Merci beaucoup, messieurs les présidents, mesdames et messieurs. Je voudrais à mon tour, après les présidents qui viennent de s'exprimer, auxquels je voudrais adresser mes remerciements pour leur invitation et à vous tous pour votre hospitalité, vous présenter mes vœux de bonnes et heureuses années pour l'année 2014 à chacune et chacun d'entre vous dans vos activités professionnelles et aussi pour notre pays, car par-delà la différence entre nos fonctions qui existent, nous avons, professionnels du chiffre et ministère du budget, professionnels du droit également, quelques objectifs communs qui nous conduisent ensemble à travailler au retour de leur croissance et à la prospérité, au développement de nos entreprises. Jamais je n'ai imaginé dans mon parcours politique et ministériel que l'occasion me serait donnée de me produire à Mogador. Si d'ailleurs tel avait été le but et si je l'avais verbalisé, je ne suis pas sûr que ma longévité ministérielle s'en serait trouvée confortée. Mais puisque vous me donnez ce soir la possibilité d'être ici avec vous dans ce théâtre où vous êtes nombreux pour évoquer les sujets de la loi de finances pour 2014, mais au-delà les travaux que nous allons engager pour 2015, je voudrais sans attendre répondre, messieurs les présidents, aux quelques perches que vous m'avez tendues et aux quelques questions que vous avez posées, en essayant, parce que je sais que vous avez un ordre du jour extrêmement chargé, d'aller à l'essentiel. Le premier sujet sur lequel je voudrais insister, il n'est pas fiscal, c'est la volonté qui est la mienne de faire en sorte que nous puissions, et nous avons commencé à le faire en 2014, équilibrer nos budgets essentiellement par des économies en dépenses. La réduction de la dépense publique, la maîtrise de la dépense publique, qui n'est pas quelque chose à quoi notre pays est spontanément habitué, est l'un des éléments, l'un des vecteurs du retour de la croissance. Et dans un pays dans lequel la dépense publique et les prélèvements obligatoires ensemble ont beaucoup augmenté, j'ai une feuille de route assez simple que le président de la République a rappelé à l'occasion de ses vœux, essayer de faire en sorte que la dépense publique diminue, pour faire en sorte que la pression fiscale s'allège, car au moment où nous voulons engager une remise à plat de la fiscalité à des fins de stabilisation du paysage fiscal, nous devons avoir à l'esprit ensemble que cela ne sera possible que dès lors que nous parvenons à maîtriser la dépense publique, parce que la première réforme fiscale dont les Français veulent, c'est la diminution des impôts. Non pas parce qu'il faut avoir à l'encontre des prélèvements obligatoires une suspicion de principe, non pas parce qu'il faut oublier que les prélèvements obligatoires contribuent au financement du patrimoine de ceux qui n'en ont pas, c'est-à-dire les services publics et la protection sociale, non pas parce que nous ne devons pas maintenir nos efforts pour assurer la montée en gamme du modèle social français, mais parce qu'il n'y a pas de possibilité de sauver nos services publics et notre système de protection sociale si nous ne faisons pas en sorte que la mauvaise dépense publique ne chasse pas la bonne. Et dans le budget 2014, c'est 80% de l'effort de redressement des comptes publics qui résulte des économies en dépenses et conformément à la feuille de route que je viens de vous indiquer, pour 2015, 2016, 2017, je souhaite, parce que c'est ce que l'on m'a demandé de faire et ça correspond aussi à mes convictions, que l'ajustement budgétaire se fasse non pas principalement, mais exclusivement par des économies en dépenses. Pour 2014, ces économies s'élèvent à un montant de 15 milliards d'euros. La révision générale des politiques publiques, qui s'articulait essentiellement, pas exclusivement, mais essentiellement une idée simple, non-remplacement d'un départ en retraite sur deux, avait permis, par rapport au tendanciel d'augmentation de la dépense publique, de faire 10 milliards d'économies sur la période 2010-2013. En 2014, c'est 15 milliards d'économies en un an. Il m'arrive, parce que je participe à des débats, que je suis régulièrement interpellé, que je sors en ce début du mois de janvier de plus de 3 mois et demi de présence parlementaire intense, il m'arrive d'entendre les interrogations sur la réalité de ces économies en dépenses par rapport au tendanciel d'augmentation de la dépense publique.
D'abord, et je veux remercier le Premier président de la Cour des comptes de l'avoir rappelé à l'occasion de la séance inaugurale il y a de cela quelques jours, toutes les économies en dépenses se mesurent par rapport à un tendanciel d'augmentation. Les règles comptables sont ainsi faites, il l'a rappelé lui-même, ça vaut également pour l'Union européenne, qui apprécie notre effort structurel, ainsi comme celui des précédents gouvernements et comme celui de l'ensemble des États de l'Union européenne. Et ce qui compte, c'est que ces économies en dépenses permettent d'absorber le tendanciel d'évolution de la dépense publique et au-delà, de manière à ce que nous puissions obtenir une baisse de la dépense publique. Quelques chiffres, je n'en donnerai pas trop, mais je me tiens à votre disposition si vous souhaitez que nous puissions, sur la question de la dépense publique, avoir un jour une séance de travail particulière. La dépense publique a augmenté d'un peu plus de 2,1% entre 2002 et 2012. Dans le budget que j'ai présenté au Parlement pour 2014, c'est 0,4, donc une division par 5 de l'augmentation de la dépense publique. L'an prochain, ce sera 0,2 et nous voulons arriver à stabiliser et diminuer la dépense publique par ces efforts d'économie. Où sont les économies en 2014 ? Elles sont pour 9 milliards du quantum sur l'État, avec un effort de diminution des dépenses de fonctionnement des administrations centrales de l'État d'un peu plus de 2%, rendu possible, messieurs les présidents, par la dématérialisation à laquelle vous nous invitiez tout à l'heure. Cette dématérialisation pour nos relations entre les professions du chiffre, du droit et le ministère du Budget et des Finances est une dématérialisation qui est source de progrès. Elle permet, sur le seul ministère de l'Économie et des Finances, de faire cette année 150 millions d'économies et nous souhaitons accélérer, amplifier, approfondir le processus de dématérialisation pour faire en sorte que le quantum d'économie soit plus important. Deuxièmement, les opérateurs de l'État, augmentation du budget des opérateurs de l'État sur les 10 dernières années, plus 15%, augmentation des frais de personnel des opérateurs de l'État, plus 6%. Dans le budget 2014, je présente une diminution de 4% des dépenses de fonctionnement des opérateurs de l'État. On passe de plus 15 à moins 4, c'est donc un effort important. Révision des politiques d'intervention et de participation de l'État. Et sur la sphère sociale, près de 3 milliards au titre de l'assurance maladie, 2 milliards au titre de la réforme des retraites, régime général et retraites complémentaires, 500 millions sur les organismes de sécurité sociale à travers la renégociation des conventions d'objectifs et de gestion, et nous avons l'intention de poursuivre en 2015 ces efforts d'économie. Je ne vais pas trop vous parler de 2015 sur la dépense publique, mais quelques orientations malgré tout. Les décisions que nous avons déjà prises sur la branche famille et sur les retraites permettront de consolider un niveau d'économie non négligeable de 4 milliards. Pour les 3 années qui viennent, il faut faire 50 milliards. Il faudra donc continuer à maintenir l'évolution des dépenses sous normes et engager des réformes très structurelles dont j'aurais très envie de vous parler, mais dont je ne vous parlerai pas, puisque je ne suis qu'un modeste ministre délégué et que le président de la République s'exprimera demain à l'occasion de sa conférence de presse et qu'il lui appartient de dire les choses. Donc, premier point sur lequel je voudrais insister, maîtriser la dépense, faire des économies, encore des économies et toujours des économies, si nous voulons faire en sorte que la mauvaise dépense publique ne chasse pas la bonne et que notre pays, dans la compétition internationale, retrouve de la vélocité. Et j'insiste pour dire, parce que j'entends déjà des critiques, pas dans cette salle mais par-delà de cette salle, que cela ne signifie en rien la remise en cause de nos services publics, c'est au contraire la condition de leur soutenabilité, comme c'est la condition de la soutenabilité de notre modèle de protection sociale. Le deuxième sujet sur lequel je voudrais vous dire un mot, c'est sur la fiscalité. Parce que le projet de loi de finances pour 2014 comporte un très grand nombre de dispositions qui sont destinées à favoriser l'investissement en fonds propres dans les entreprises, leur croissance, et par conséquent, sont des mesures destinées à garantir le redressement de notre appareil productif. Vous avez évoqué un certain nombre de ces mesures, vous ne les avez pas évoquées toutes, je voudrais donc un peu compléter votre propos, de telle sorte à ce qu'ensemble,
nous soyons exhaustifs et m'adressant à la profession notamment des commissaires aux comptes, leur dire à quel point nous avons besoin d'eux pour faire en sorte que ces mesures soient comprises, mises en œuvre et qu'elles permettent le développement de notre économie. Première mesure qui est dans la loi de finances pour 2014, c'est le crédit d'impôt compétitivité emploi qui doit permettre un allègement net, je dis bien un allègement net de charges sur les entreprises, une diminution du coût du travail de près de 10 milliards d'euros. Vous savez que le crédit d'impôt compétitivité emploi montera en puissance à partir de 2014 dans les années qui viennent avec 10 milliards cette année, 15 milliards l'an prochain, 17, 20 milliards. Et donc, cet allègement net de charges est l'un des instruments, pas le seul, de restauration de la compétitivité de nos entreprises. Vous parliez tout à l'heure de stabilité. Je pense qu'il est important que ce crédit d'impôt compétitivité emploi soit apprivoisé, intégré, familiarisé, et que, par conséquent, nous puissions le faire partager comme un outil de développement des entreprises. Et les retours que nous avons de nos partenaires, représentants du monde de l'entreprise, CGPME, MEDEF, UPA et autres structures, c'est que ce crédit d'impôt compétitivité et emploi commence à entrer dans les esprits. Nous avons fait une réforme extrêmement importante des plus-values mobilières, vous l'avez souligné, maître, à l'instant. C'est une réforme très importante qui était destinée au terme de la crispation qui est intervenue au moment de la mise en œuvre du mouvement des pigeons, de réunir l'ensemble des parties concernées, ETI, PME, PMI, structures de financement, de capital risque, de manière à stabiliser, comme vous l'avez souhaité, le paysage fiscal et le régime de plus-value de valeur mobilière qui sort des assises de l'entrepreneuriat et auquel il a été peu touché dans le cadre de la discussion parlementaire, est un dispositif beaucoup plus avantageux que celui qui prévalait auparavant. Il en est de même de la révision du régime d'exonération de cotisation pour les jeunes entreprises innovantes. Il en est de même de la révision du dispositif d'amortissement plus favorable pour ceux qui investissent dans la robotisation de manière à faire en sorte que nous essayons de rattraper l'Allemagne dans l'effort de modernisation de l'appareil productif à des fins de renforcement de notre productivité. Il en est de même de la réforme de l'assurance vie qui va nous conduire, à travers la diversification des fonds placés en assurance vie, de financer plus favorablement le logement, mais aussi les PME, PMI innovantes. L'idée du gouvernement est que la fiscalité doit être plus avantageuse pour ceux qui prennent des risques et moins stimulante pour ceux qui cherchent la rente. Et c'est cela qui a inspiré à la fois le nouveau régime des JEI, le nouveau régime des plus-values de valeur mobilière, la mise en place de ce nouveau dispositif d'amortissement, mais aussi le dispositif dit Corporate Venture qui conduira un certain nombre de grands groupes à pouvoir investir dans les PME, PMI innovantes en disposant là aussi d'un régime fiscal favorable. Voilà le panel des mesures fiscales qui ont été prises, du CICE jusqu'à la réforme de l'assurance vie, en passant par le nouveau régime des PVM, des JEI et autres dispositifs encourageant la robotique à travers un nouveau régime d'amortissement. Nous avons pris d'autres mesures fiscales destinées à encourager des secteurs qui font de la croissance et qui souffrent. Je pense à la mise en place du taux réduit de TVA pour le logement social et les petites réparations. Je pense aussi à ce que nous avons décidé de faire pour la rénovation thermique qui, au terme de contacts avec la CAPEB, l'UPA, le secteur de l'artisanat, nous a conduit à compléter l'assiette de ces travaux faisant l'objet d'un taux réduit de TVA en intégrant des travaux induits dont la liste précise, pour faciliter votre tâche, a été donnée au Parlement à l'occasion de nos débats nocturnes. Enfin, vous l'avez souligné, je sais que c'est un sujet sur lequel les notaires se sont penchés, nous en avons beaucoup parlé avec vous, Monsieur le Président, dans nos échanges à Bercy. La réforme des plus-values immobilières, notamment la suppression de l'abattement pour durée de détention, visait à fluidifier le marché immobilier dans un contexte où celui-ci avait été, par l'allongement de la durée des abattements pour durée de détention, un peu rigidifié. J'espère que ces mesures, qui ne sont pas remises en cause dans leur globalité par le Conseil constitutionnel, donneront les résultats que l'on est en droit d'attendre. Je voudrais, en 3 mots, dire également que notre préoccupation sur la fiscalité s'est traduite par des mesures en faveur des ménages. Je pense à la réindexation du barème de l'impôt sur le revenu, l'augmentation du revenu fiscal de référence et de la décote,
qui sont destinées à faire en sorte que ceux qui sont dans les tranches les plus basses du barème puissent commencer à retrouver un peu de pouvoir d'achat, parce que le desserrement des contraintes qui pèsent sur l'offre est important, mais la stimulation de la demande, lorsque cela est possible et n'obère pas nos équilibres budgétaires, doit être constamment recherchée. Je voudrais conclure en vous disant quelques mots sur la suite. D'abord, j'ai parfaitement intégré la demande qui a été la vôtre de voir les dispositifs fiscaux mis en œuvre pouvoir se déployer dans le monde de l'entreprise avec votre concours dans des conditions qui soient optimales. Et c'est la raison pour laquelle, pour ce qui concerne la déclaration annuelle des données sociales, sur laquelle vous m'avez interpellé tout à l'heure, et compte tenu de la fiscalisation des complémentaires santé à laquelle il a été procédé, nous avons décidé, et cela a été rendu public par un communiqué qui n'a pas dû encore arriver jusqu'à votre salle parce qu'il vient d'être pris, et ce n'est pas tout à fait un hasard, je tenais à vous l'annoncer. J'ai décidé que vous disposeriez de plus de temps pour procéder à l'ajustement de ces déclarations, et vous aurez donc jusqu'au 12 février pour le faire, avec une mesure qui a été annoncée depuis le 26 septembre. Et je propose, Monsieur le Président, si vous en êtes d'accord sur ce sujet comme sur d'autres, sur lesquels nous travaillons ensemble, que nous puissions, dans les jours qui viennent, nous revoir avec les représentants de votre profession pour regarder dans le détail la manière dont nous pouvons vous aider à faire votre travail correctement et à compléter toutes mesures que nous avons déjà prises par d'autres mesures utiles pour vous faciliter la tâche. Enfin, je voudrais dire un mot sur les assises de la fiscalité des entreprises auxquelles vous avez eu la gentillesse, messieurs, de bien vouloir vous associer. Pour moi, ces assises de la fiscalité des entreprises poursuivent essentiellement trois objectifs. Ces objectifs, c'est la simplification du paysage fiscal. Il y a non seulement le niveau de la pression fiscale qui peut susciter des réactions, des inquiétudes, mais il y a aussi le nombre de taxes. Et de la même manière que je souhaite, par le travail important sur les économies en dépenses, contribuer dans le cadre de notre trajectoire de finances publiques à diminuer la pression fiscale, je souhaite que ces assises de la fiscalité soient une occasion de simplification et que nous puissions aussi diminuer le nombre de taxes. Pour vous donner un chiffre, il y a 153 taxes dites à faible rendement. Certaines de ces taxes coûtent plus cher à prélever qu'elles ne rapportent. On m'a fait part de toutes sortes de taxes en forme d'inventaire à la Prévert il y a de cela quelques jours à Bercy, au terme de la présentation d'un rapport de l'Inspection générale des finances. Il y a des taxes sur les obstacles sur les cours d'eau. L'imagination est sans limite. Et parfois, ces taxes rapportent 150 000, 180 000 euros, et leur recouvrement coûte plus cher que leur rapport. J'ai donc pris l'engagement de faire en sorte que nous puissions diminuer le nombre de ces taxes, même si leur rendement global n'est pas négligeable, de manière à simplifier la vie des entreprises. La simplification, c'est la diminution du nombre de taxes, c'est aussi la diminution des impôts papier, c'est-à-dire toutes ces complexités administratives qui sont comme autant d'obstacles posés sur le chemin du chef d'entreprise qui veut développer son activité. Et par conséquent, la simplification est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est la stabilité. J'entends et partage, même si je suis à Bercy depuis quelques mois seulement, l'interrogation qui est la vôtre sur la nécessité de stabiliser le paysage fiscal. Aucun épargnant n'épargnera pour financer le logement ou l'économie, et aucun industriel ou aucun chef d'entreprise n'investira dans la croissance de son entreprise, dans son appareil productif, s'il n'est pas garanti que le paysage fiscal qui s'appliquera à lui demain ne sera pas chamboulé par rapport à celui qui prévaut aujourd'hui. Il n'y a pas de possibilité de retrouver le chemin de la croissance si nous ne sommes pas capables de donner aux entreprises de la stabilité. Simplification, stabilité, c'est ce sur quoi nous souhaitons mettre l'accent, et j'ai, avec Pierre Moscovici, reçu les représentants des organisations de l'entreprise pour leur dire que nous ne dérogerons pas à cela. Et enfin, troisième objectif, la stimulation de la croissance, parce que dans le contexte
dans lequel nous sommes, de compétition forte entre les nations et entre les économies, il nous faut constamment avoir à l'esprit que la croissance est le but, et à chaque fois qu'une idée est avancée dont on pense qu'elle peut obérer la croissance et le développement de nos entreprises, nous devons l'écarter. À chaque fois qu'une idée se présente qui est de nature à la favoriser, nous devons, dans le compromis, l'adopter. Je voudrais conclure en vous parlant en quelques secondes de l'entreprise. Moi, je ne considère pas que l'entreprise doive susciter, ni dans mon administration, ni dans le pays, la suspicion que, souvent, par la force des postures, la prégnance des idéologies, elle suscite souvent. La plupart des pays de l'Union européenne qui ont retrouvé le chemin de la croissance sont des nations, sont des pays qui ont réussi à trouver de bons compromis autour du développement de leurs entreprises. Et moi, je suis toujours très triste de voir, dans le paysage français, que l'entreprise est considérée par les uns qui aiment le marché au-delà parfois de toute raison comme un lieu d'accumulation de profits, et comme les autres, par les autres qui s'en défient comme un lieu d'exploitation. L'entreprise doit devenir en France, comme partout en Europe, un lieu d'innovation technologique, de transfert de technologie, un lieu d'épanouissement des carrières, un lieu de formation des hommes, un lieu de fabrication de produits qui sont la fierté du pays et dont la montée en gamme constitue autant d'atouts pour nous affirmer dans la compétition internationale. Et je forme le vœu, et vous avez un rôle à jouer autant que nous, et vous le jouez admirablement. Je forme le vœu que ce pays se réconcilie profondément avec ses entreprises et qu'il fasse de ces entreprises auxquelles il croit, dans lesquelles il investit, qu'il soutient, un atout pour le développement de son économie et pour le développement de la croissance. Et enfin, je forme le vœu que dans l'administration qu'avec Pierre Moscovici nous animons, la présomption de confiance, y compris de l'administration fiscale, à l'égard des entreprises devienne la règle. Il faut être dur avec ceux qui fraudent et dans la confiance avec ceux qui acquittent normalement leurs devoirs, et notamment leurs devoirs fiscaux. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons développer la relation de confiance, qui consiste à regarder les entreprises, leurs projets, à contractualiser avec elles, en veillant à ce que les règles auxquelles nous avons décidé de nous conformer ensemble soient rigoureusement respectées et que les contrôles s'en trouvent allégés. Et dans le même temps, il faut être dur avec ceux qui fraudent. Et il faut entretenir avec le droit, qui s'applique aux entreprises, une relation rigoureuse et une relation apaisée. C'est la raison pour laquelle, par exemple sur la question de l'abus de droit, qui a préoccupé beaucoup de professionnels du chiffre et du droit, j'ai indiqué à l'Assemblée nationale, lorsque le débat est venu, qu'il me paraissait essentiel de faire en sorte que, lorsqu'une notion juridique est là sur le métier, qui peut créer des réflexes ou des réactions anxiogènes dans le monde de l'entreprise, on fasse attention de faire d'abord du droit avant que de prendre des postures, parce qu'il arrive que l'on puisse, sur le terrain du droit, en prenant des postures, que l'on puisse fragiliser le monde de l'entreprise. Les concepts juridiques ont un sens, ils ont une épaisseur, ils ont une signification que les entreprises connaissent, que leurs conseils maîtrisent. Et par conséquent, il faut éviter, lorsque l'on légifère, d'accroître le champ de l'imprécision juridique et par conséquent de l'anxiété chez ceux qui créent des entreprises et les développent. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je voulais vous dire. Je voudrais conclure en vous disant l'estime que j'ai pour vos professions. On vit dans un monde de tumulte, de vacarme, de bruit, qui laisse peu de place à la rigueur, qui est le premier pas vers l'honnêteté intellectuelle. Et la rigueur et l'honnêteté intellectuelle, c'est la condition aussi du vivre ensemble. Des gens de sensibilités différentes nous ont appris cela, de Pierre Mendès France, Jacques Delors, Raymond Barre et d'autres. Et moi, j'accorde du prix à cette rigueur. Et si j'ai cette relation de fidélité que vous expliquiez aimablement tout à l'heure, c'est parce que je sais que cette rigueur, elle est la déontologie de vos professions. Quelle est votre raison d'être
professionnelle? Quelle est votre éthique commune? Et par-delà ce qui peut nous séparer en termes de sensibilité ou de fonction, lorsque je suis parmi les professionnels du droit et du chiffre, je sais que je suis en terrain de rigueur et par conséquent un peu chez moi, un tout petit peu, ce qui me donne du plaisir à être avec vous, à vous toutes et à vous tous, une excellente année 2014. Merci, Monsieur le Ministre, pour cette mise en perspective. Je pense que votre plaidoyer en faveur de l'entreprise recueille un écho tout particulier dans cette salle où les professionnels de l'accompagnement des entreprises sont si nombreux. Vous les trouverez sans aucun doute au rendez-vous pour traduire cette ambition politique en réalité opérationnelle.